Est-ce que Rémi ou Eric, vous voulez introduire Confluent ou bien j'attaque et je le ferai avec plaisir sinon, comme vous voulez. On va te laisser la parole. Peut-être que on s'est pas présenté. Enfin, je sais pas. Comme je suis arrivé un peu en retard, je sais pas si chacun s'est présenté et a donné son rôle dans la boîte. Vu que je parle, je vais conserver la parole. Donc moi, je suis Eric Ortiz. Ça fait à peu près 2 ans que je suis chez Confluent. Je m'occupe des partenaires pour la zone Europe du Sud. Voilà. Donc la zone Europe du Sud, c'est la France, la zone ibérique, l'Italie, la Belgique, la Romandie, donc la Suisse francophone, le Maghreb. Et je m'occupe à la fois des gens comme vous, des intégrateurs avec lesquels on collabore au quotidien, et des cloud solution providers, et puis on entretient quelques relations avec les partenaires technologiques. Voilà, c'est les gens avec lesquels on a des accointances, c'est-à-dire des connecteurs, voilà, des add-ons qui peuvent venir au-dessus de la plateforme. Voilà, et ravi de vous rencontrer tous. Très bien, mais je vais peut-être continuer alors dans l'ordre. Donc Olivier Laplace, bonjour à tous et bienvenue. Moi je suis architecte avant-vente chez Confluent. Voilà, et je vais avoir le plaisir de vous faire la présentation et également quelques démos, on verra, de Confluent. Et donc moi je suis Florent Rémière, je suis un collègue d'Olivier et moi je serai la personne qui répondra à vos questions dans le chat. Et si Olivier a besoin de mon avis sur les sujets, il se me demandera. Et Rémi Forest, donc moi je m'occupe de manager l'équipe de Solution Engineer, donc les pre-sales chez Confluent sur l'Europe du Sud. Et donc s'il y a des questions extrêmement techniques, je vais laisser Florent répondre. Parce que c'est plus mon domaine. Voilà, écoutez, j'espère que tout ça, ça va vous intéresser. On a essayé de faire une présentation qui soit la plus vivante possible et la plus exhaustive. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, on va y répondre. Voilà, merci à tous. Donc, on a jusqu'à 22h30, c'est ça plus ou moins 20h30. Voilà, 20h30. Sinon, c'est une bonne surprise. Je suis sûr que tout le monde sera partant. Alors, par contre, moi, je me saurais peut-être, je vois déjà ma douce moitié me faire un signe de la tête comme quoi ça n'a pas été négocié comme ça. Donc. Non, ça marche, pas de problème. En tout cas, merci à tous d'être venus aussi nombreux. Si vous avez des bières ou des jus de tomates au frais avec des cacahuètes, n'hésitez pas, c'est le moment. Moi, je vais éviter, évidemment. Alors, effectivement, je vais d'abord partager une mise en bouche avec une présentation d'un certain nombre de concepts. Et puis ensuite, on partira sur le plat de résistance avec 2 démos, en fait. Une démo de Confluent Platform et une démo de Confluent Cloud, pour vous donner un aperçu un peu global. J'espère vous permettre de transposer ce que la technologie peut faire dans le cadre des projets que vous êtes amenés à adresser au jour le jour. Voilà, donc le titre, vous avez vu, Event Driven 101. En général, quand on parle de quelque chose 101, on se dit... bon, ok, ça va être vraiment une introduction de très haut niveau, vue d'avion, vue de satellite. D'abord, on va enfoncer quelques portes ouvertes et vous verrez qu'en fait, on va quand même aller un petit peu plus loin que ça. C'est assez frappant de se rendre compte quand on compare les principales capitalisations boursières d'il y a une petite dizaine d'années avec celles de maintenant. La tendance, très clairement, elle s'est orientée vers les boîtes de l'IT, les GAFAM, bien sûr. Et puis, derrière ces entreprises-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de données. De la donnée, sous différentes formes. Mais très clairement, c'est une tendance extrêmement forte. Donc, on peut raisonnablement penser que toutes les entreprises avec lesquelles on est amené à travailler sont intéressées par ce sujet. On parle de données, ok, mais de quel type de données? Il y a cette information du Forrester qui était assez intéressante, qui ont parlé il y a quelques années de ça, dans une étude de Perishable Insights, de données périssables en bon français. C'est-à-dire finalement l'idée de se dire que les données c'est bien, mais des données fraîches c'est mieux. Pourquoi? Parce que bien sûr que la BI traditionnelle est toujours intéressante et importante, mais il y a un certain nombre de cas d'usage, et de plus en plus, j'ai envie de dire, qui s'appuient sur des données fraîches, c'est-à-dire que passé un certain temps, finalement, l'information
où la valeur qu'elle porte n'est plus aussi pertinente que ça. Et donc, il va falloir essayer de voir comment on va pouvoir capturer ces données, capturer ces informations pour en faire quelque chose. Et en fait, ça se traduit par quelque chose qu'on voit très très bien en ce moment, j'y reviendrai, mais c'est un besoin d'immédiateté. Et on le rencontre dans plein de secteurs. Alors bien sûr, on peut citer le Covid, la Covid, qui nous anime tous depuis un certain nombre de mois, voire de trimestres. Si on prend les informations et si on se mettait un petit peu à la place du gouvernement, c'est sûr que plus je vais avoir des données fraîches sur ce qui se passe, plus je vais être en capacité d'agir ou de réagir par rapport aux décisions que je vais être amené à prendre. Mais en fait, c'est vrai dans tous les domaines. Par exemple, on veut commander une voiture pour aller quelque part. En fait, on ne veut pas simplement commander une voiture pour demain 8 heures. Non, j'en ai besoin maintenant, je veux la commander, mais je veux aussi savoir combien de temps elle va mettre pour arriver jusqu'à moi. Dans le domaine de l'assurance, par exemple, une entreprise qui s'appelle Alan, que vous connaissez peut-être, vous permet à la sortie d'un praticien, vous avez pris une radio, hop, vous pouvez scanner la facture qui vous a été faite suite à ce que vous avez fait, et quelques minutes après, on va dire, vous êtes remboursé de vos frais. Dans le domaine, que ce soit du streaming au niveau de la vidéo ou du retail, même chose, la possibilité d'avoir des recommandations en temps réel sur la base des actions, des activités qu'on va être amené à faire. C'est ce que fait Walmart à travers son site de e-commerce. Et puis au niveau des entreprises, on peut imaginer plein de choses également, pouvoir faire de la maintenance prédictive, anticiper et prédire les pannes, pouvoir gérer mes inventaires ou mes stocks en temps réel en fonction des flux qui se passent dans les magasins ou à travers mes différents canaux. Pouvoir au niveau de tout ce qui est financier détecter des fraudes, même chose au niveau de l'assurance, voir gérer les comptes de fidélité des clients et pourquoi pas leur faire des recommandations appropriées en fonction de leur profil, pouvoir aussi adapter des modèles de machine learning à des contextes beaucoup plus dynamiques et pas uniquement statiques. De plus en plus, les entreprises vous parlent de ces besoins-là. Donc, un besoin d'immédiateté très, très important. Donc, des données, oui, des données fraîches, à partir desquelles on va pouvoir faire des choses. Et donc, oui, on est dans un monde qui change même beaucoup et qui change très vite. Alors, c'est vrai à travers la transformation digitale, mais on a l'impression que ça s'accélère de plus en plus. Et en fait, pour les entreprises, le challenge, il est réel, mais il consiste à essayer d'embrasser ce changement plutôt que finalement d'essayer de le combattre. Et c'est tout l'enjeu un peu de cette présentation un peu conceptuelle, c'est finalement de poser les bases de ce qui existe derrière ce terme d'event-driven et en quoi ça peut permettre justement de répondre au monde d'aujourd'hui et très certainement de demain à travers la nécessité de pouvoir gérer des données fraîches. Donc, pour ce faire, l'agenda, on va parler de quoi? On va parler d'événements, bien sûr. On va parler du coup de notions et de concepts d'event-driven. Qu'est-ce qui se cache derrière? Derrière un concept en informatique, souvent, on trouve une architecture. Donc, on va parler aussi un peu d'event-driven architecture. Et puis, au final, on aimerait bien être un peu aidé. Donc, quel type de solutions peuvent nous aider à implémenter ce nouveau paradigme, je vais dire, et ces nouveaux types d'architecture. Et bien sûr, on va parler de Kafka en général, mais surtout de Confluent en particulier. Et puis, un point avant d'aborder les démos, ce que j'ai appelé des points d'attention, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire forcément une présentation trop marketing, mais c'est aussi d'essayer de lever des points d'attention qui peuvent être des points de difficulté. Donc, on se posera la question de savoir est-ce que c'est facile ou pas d'implémenter ce type d'architecture et sur quel sujet il faut essayer de porter une attention particulière. Et puis enfin, on passera au plat de résistance avec une démo autour de Confluent Platform, une démo générique, mais j'espère qu'il vous permettra à la fois de comprendre les possibilités, la puissance, l'univers des possibles en termes de cas d'usage qui s'ouvrent derrière l'usage de Confluent Platform
Et puis aussi, puisqu'on a une offre fully managed dans le cloud, et le cloud, c'est quand même aussi un élément stratégique pour beaucoup d'entreprises, de voir comment on peut démarrer en quelques minutes une instance et à partir de là, commencer à faire des essais, pourquoi pas un POC et pourquoi pas implémenter un projet de bout en bout. Alors, comme on l'a évoqué tout à l'heure, n'hésitez pas, les questions, Florence se fera un plaisir d'y répondre. Et en fait, la première question, finalement, elle est pour moi, et je vais vous demander d'y répondre dans le chat, à savoir, est-ce que vous connaissez Kafka? Et une deuxième question, finalement, derrière, c'est est-ce que vous connaissez également déjà Confluent? Voilà. Je vais vous laisser un petit peu de temps. Voilà, donc là, vous posez la bière ou le jus de tomate, et puis hop, vous répondez dans le chat, et comme ça nous donnera un peu un ordre d'idée sur votre expérience ou vos connaissances sur le sujet. Alors, on ne va pas dire de 1 à 10, hein, mais vous connaissez pas. Ça suffira pour qu'on se fasse une petite idée. OK. Je vais peut-être essayer de passer sur... Donc voilà, donc sans plus attendre, on va continuer avec donc l'agenda et donc la notion d'événement d'abord. Parce que les données, on les gère dans l'informatique depuis quand même très longtemps. Donc c'est important de déjà se dire, de se partager et de se mettre d'accord sur ce qu'on entend par événement. Parce que pendant très longtemps, ce qu'on a surtout traité au niveau des données, c'est l'état de la donnée. Alors en fait, quand on s'intéresse à un concept, moi ce que je fais traditionnellement, c'est que je prends mon dictionnaire, le Larousse, celui que vous voulez, et je vais regarder un petit peu ce qu'on nous dit sur le sujet. Et un état, c'est quoi? Ce que nous dit le dictionnaire, c'est qu'un état, c'est la situation de quelque chose à un moment donné. Très bien. Qu'est-ce qu'un événement? Du coup, un événement, c'est tout ce qui se produit, arrive ou apparaît. Et donc, effectivement, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un besoin d'immédiateté, je vous ai donné quelques exemples. Finalement, tout ce qui se passe autour de nous, ou tout ce qu'on aurait envie qu'il se passe, ça peut être un événement, et potentiellement, cet événement, on pourrait peut-être en faire quelque chose. Une façon très imagée de se représenter ce qu'est un événement versus un état, un jeu d'échecs, c'est d'actualité, paraît que depuis le jeu de la dame, l'usage de l'échec est remonté en flèche. En fait, l'état, c'est ce qu'on voit à droite, voilà, c'est la partie a commencé depuis un certain temps, et donc voilà où en sont les joueurs. Bon, je suis totalement incapable de vous dire si c'est l'approche du berger ou je ne sais quoi, mais bon, voilà ce qu'il en est, c'est l'état à un moment donné. Et puis, au niveau des événements, les événements, c'est l'ensemble des mouvements qui ont été faits, pourquoi pas depuis le début de la partie, mais finalement, ce serait intéressant peut-être aussi de choisir depuis un moment donné, l'ensemble des mouvements des différentes pièces qui ont été faites par les différents joueurs. Effectivement, ce qu'on peut se dire, c'est que sur la partie droite, un état, ça ne vous dit pas forcément, peut-être, mais pas forcément la stratégie qui a été appliquée par l'un ou l'autre des joueurs, alors que par contre, pour un connaisseur, l'enchaînement d'événements, ça va vous donner beaucoup d'informations sur la stratégie qui a été appliquée. Et un événement, donc finalement, ça peut être plein de choses. J'ai acheté ou j'ai vendu un article, il y a un élément qui a été mis à jour dans une base de données, j'ai une turbine, une éolienne, et je veux capturer le nombre de révolutions par minute, de là en conclure peut-être la force du vent et l'énergie qui a été produite. Toutes les actions dans les jeux vidéo sont bien sûr de grands consommateurs et sont très intéressés de pouvoir capturer tous les événements. La température d'un moteur, la pression des pneus, un clic dans une application web, bien évidemment. Le jeu d'échecs, on en a parlé. Un paiement avec tout le descriptif qui peut lui être lié, en termes de prix, bien entendu, mais aussi de personnes, de numéros de carte, et à partir de là, peut-être d'identifier de la détection de fraude. Donc les événements sont partout. Et ce serait intéressant qu'on puisse en faire quelque chose. Alors, on a vu cette différence entre la notion d'événement et la notion d'état. Maintenant, on va essayer d'aborder un peu plus spécifiquement ce qu'on entend par la notion d'event driven. Le Gartner, qu'est-ce qu'il nous dit?
le Gartner, il nous dit qu'en 2020, c'est-à-dire aujourd'hui, alors il ne parlait pas du Covid, hein, comme quoi ils ne sont pas omniscients, mais en tout cas, ce qu'il nous disait sur là, c'est qu'en 2020, en fait, 80% des nouveaux business s'appuieront sur cette notion d'event processing, c'est-à-dire de pouvoir traiter, de pouvoir adresser la notion d'événement, et ce, en temps réel. Hein. Vous vous souvenez de cette notion de perishable insight, de données périssables. En fait, si on ne traite pas les données en temps réel, les données sont probablement, pour un certain nombre de cas d'usage, plus pertinentes après un certain temps. Là encore, cette notion-là, on la retrouve dans tous les verticaux. En fait, pour celles et ceux qui connaissent Kafka de longue date, et un peu l'historique de Kafka, hein, que je peux rappeler brièvement. Donc, Kafka né chez LinkedIn en 2010, développé par un groupe d'architectes pour répondre bien évidemment à un certain nombre de besoins. Et pourquoi développer une technologie? Tout simplement parce que il ne trouvait pas, il n'existait pas sur le marché de technologies susceptibles d'adresser, de répondre à leurs besoins. Je reviendrai sur cette notion de créativité et de création de technologie. Donc, bien entendu, une adoption massive dans un premier temps auprès des entreprises dites digital natives, mais très vite, un certain nombre de verticaux se sont appropriés la technologie, et puis ensuite, l'adoption s'est répandue à travers l'ensemble des verticaux. Donc, que ce soit dans l'automobile, le transport, avec ce besoin de pouvoir adresser, comme on l'a vu tout à l'heure avec Uber ou Lyft par exemple, de pouvoir adresser à travers des applications contextualisées, de pouvoir informer au bout de combien de temps, en fonction de la distance bien entendu, mais aussi, pourquoi pas, des embouteillages, le temps que mettra le chauffeur pour rejoindre le point et le lieu de rendez-vous. Dans le monde de la banque ou de la finance, tout ce qui est détection de fraude, bien entendu, ça a été très rapidement adopté par beaucoup de banques. Dans le retail, on a cité un certain nombre de cas d'usage, d'inventaire ou de gestion de stock en temps réel, par exemple. Dans le domaine de la santé, on peut citer aussi l'accélération. Hein, c'est assez pertinent avec la Covid, encore une fois, hein, où en fait la remontée d'informations pour aussi bien les malades que les diagnostics, mais aussi accélérer les processus de recherche a été un élément clé. Et puis, bien sûr, dans l'énergie, dans l'industrie, avec toute l'IoT, la défense, la sécurité, avec les solutions type SIM, par exemple. Donc, vraiment partout, nous, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, hein, très clairement, c'est qu'il n'y a plus un seul vertical, mais vraiment tous les verticaux sont susceptibles d'être intéressés pour implémenter ce type de besoin. Ce que permet en fait une approche event-driven, c'est quoi? C'est finalement aussi de construire ce qu'on va appeler des applications contextualisées. Deux exemples ici, alors plutôt dans le domaine de la finance, on va dire. Sur la partie gauche, j'ai une information qui me dit, OK, il y a un achat qui est effectué de temps à tel endroit. OK, très bien, c'est utile, c'est intéressant. C'est encore plus intéressant si cette information, elle peut être véritablement contextualisée. Mais vous avez acheté 2 fois une pizza aujourd'hui pour le même montant de 40 $, est-ce que c'est normal? Bon, peut-être, peut-être pas. Ou alors vous avez fait un achat à Paris et puis une demi-heure après, vous avez fait un achat à Singapour. Peut-être c'est pas vraiment pertinent et il se passe quelque chose qu'on aimerait bien suivre et qu'on aimerait bien contrôler. Même chose pour transport à évoquer aussi. OK, GPS, information, c'est intéressant, c'est pertinent, c'est bien, mais une application contextualisée, elle va me donner encore davantage d'informations. Hein, quand mon chauffeur sera au lieu de rendez-vous tel que je lui ai demandé. Donc ça veut dire qu'on va en fait pouvoir agréger et utiliser des sources d'informations qui sont peut-être existantes,
déjà dans des bases de données par exemple, et puis d'autres sources d'informations qui, elles, arrivent en temps réel. Et donc, c'est ça qui va nous permettre de contextualiser et de construire des applications avec encore davantage de valeur ajoutée. En fait, pour revenir à cette notion d'événement, par rapport à cette notion d'état, en fait, l'événement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il porte en lui une intention. Et en fait, si on est capable, à travers ce qu'on appelle des streams ou des flows, de capturer ces événements, ben en fait, on peut facilement comprendre qu'une série d'événements capture un comportement. Souvenez-vous du jeu d'échecs, et donc de là, pourquoi pas en déduire la stratégie qui a été appliquée. Et un ou plusieurs comportements ou séries d'événements vont nous raconter une histoire. Et à partir de là, bien sûr, c'est un univers des possibles très intéressant qui s'ouvre. Je ne dirais pas illimité, mais en tout cas beaucoup plus large et beaucoup plus riche que ce dont on pouvait disposer simplement avec l'état, le statut des données. Donc, on a parlé d'événements versus statut, l'état de la donnée. On a vu que la notion d'event-driven, donc orienté événement, elle permet de construire des applications beaucoup plus riches, contextualisées. Et derrière, pour implémenter ces besoins, on va avoir besoin d'une architecture. Donc, on va parler d'event-driven architecture. C'est pas nouveau, c'est pas franchement nouveau en tout cas, et il a existé depuis un certain nombre d'années des solutions pour adresser différents types de besoins. Pour les besoins d'intégration de données, on voit sur la partie gauche des ETL par exemple, et puis des systèmes de messaging également. Chacune de ces approches, de ces solutions, portant des forces et puis peut-être des faiblesses également. Donc, pour toute la partie data intégration à travers des ETL, ok, on a de la persistance, on peut avoir un débit assez important, une garantie de l'ordre potentiellement. Par contre, bon, au niveau perishable inside, fraîcheur des données, on n'est pas vraiment au rendez-vous. A contrario, au niveau messaging, on peut être très rapide, mais on est plus dans un mode de fire and forget, on n'a pas forcément de la persistance, on ne peut pas rejouer les données. Donc là encore, des avantages, mais pas un certain nombre d'avantages, mais pas tous, et des inconvénients. Donc dans un cas, on est plutôt sur la persistance de données, dans l'autre cas, on a des messages qui sont transients. Et ça nous ramène à LinkedIn 2010, effectivement, un certain nombre de besoins, mais aucune de ces approches ne permettait aux équipes d'architectes de répondre à leurs besoins. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait preuve de créativité. Et en fait, je fais une toute petite parenthèse pour rendre hommage à quelqu'un une des personnes que j'apprécie beaucoup et que j'écoute régulièrement, qui s'appelle Luc de Brabander, qui est mathématicien, philosophe, qui a beaucoup travaillé le sujet de la créativité. Donc, il écrit beaucoup de livres, vous pourrez trouver plein de choses sur TEDx, sur YouTube ou autre. Et en fait, il explique que la créativité repose sur le principe de dissociation, la plupart du temps. En fait, je prends deux exemples très simples. D'ailleurs, je vais en prendre qu'un, le deuxième, vous allez le trouver tout seul. Il existait des planches, il existait des voiles, quelqu'un a inventé la planche à voile. Super, bravo. Il a réussi. Il existait des valises, il existait des roulettes, quelqu'un a inventé, je vous laisse répondre dans le chat, la valise à roulettes, bien entendu. Mais en fait, il existait des bases de données, il existait des systèmes de messaging, et bien ces architectes, ils ont créé Kafka. C'est un petit peu ça l'idée, c'est la dissociation, et c'est un peu de réunir le meilleur des deux mondes, et à travers ça, de créer, d'inventer, non pas d'innover, attention, c'est pas la même chose. Alors, ce qu'il explique très bien, c'est que souvent l'innovation est un frein à l'invention, à la créativité. Et ils ont vraiment inventé quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment un nouveau paradigme. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, ces architectes ont eu cette nécessité de devoir penser quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, ça a donné naissance à un nouveau paradigme et donc à essayer de construire quelque chose qui pourrait s'appuyer sur le meilleur des deux mondes. Et en fait, ce nouveau paradigme d'event streaming vise en fait à ne plus considérer et penser la donnée comme uniquement des données ou l'état de données stockées dans des bases de données ou à des messages transients, mais plutôt
comme un flot continu d'événements qu'on va être en capacité de persister, mais aussi de traiter et de processer. Pour quelle finalité? Pour la finalité qu'on a vue tout à l'heure, concept d'event-driven, et pouvoir construire des applications contextualisées avec des données fraîches. Pourquoi pas s'appuyant aussi à agrégeant des données déjà existantes au sein de l'entreprise. Donc, petit récapitulatif, effectivement, sur ce qui a existé, hein, et cette photo un peu globale qui nous rappelle que certaines de ces technologies faisaient très bien les choses et continuent de très bien faire les choses pour un certain nombre de besoins, mais par rapport aux besoins d'aujourd'hui, on n'avait pas forcément de solutions adéquates et appropriées. L'event streaming va nous permettre effectivement d'adresser ces différents sujets, donc d'avoir des données qui vont être persistées, qu'on pourra rejouer, d'avoir de la scalabilité, d'avoir du temps réel, et données qu'on pourra utiliser, filtrer, enrichir pour construire ces applications contextualisées. C'est ce que, si vous vous souvenez du slide du Gartner, ce que le Gartner appelait software defined, et software defined versus software using, qui était un petit peu ce qu'on utilisait traditionnellement. Donc, ce qui nous permettait de construire des applications pour des données historiques versus ce qui va nous permettre de construire des applications pour du temps réel, et donc passer du state de l'état à l'événement, hein, state versus change. Bien sûr scalable, j'allais dire à l'infini, en tout cas à la hauteur des besoins que les entreprises peuvent avoir. Pas la peine d'évoquer les volumétries des LinkedIn, des Uber, des Netflix par exemple. C'est bien entendu très très important. De pouvoir passer de messages transients à des messages qui sont persistés et qui vont nous permettre de rejouer les données et de les rejouer depuis le moment qui nous intéresse, peut-être depuis le début, mais peut-être depuis un moment précis également. Et puis de pouvoir également processer ces événements tels qu'ils arrivent au fur et à mesure. On verra ça aussi à travers la démonstration. Donc juste un petit mot sur Event-Driven Architecture, mais l'idée c'était pas là pour moi de faire une présentation complète sur le sujet. Juste quelques principes de base, effectivement, on va s'appuyer sur une notion de découplage fort et d'asynchronicité. Cette asynchronicité, on va l'utiliser pour pouvoir publier, recevoir et traiter des événements au fur et à mesure que ces événements font arriver. Alors, on a parlé d'événements, ok, par rapport aux états, d'event-driven, les fameuses applications contextualisées, d'event-driven architecture. Et pour pouvoir porter cette ambition, peut-être ce serait bien qu'on puisse s'appuyer sur quelque chose, sur une plateforme, pourquoi pas. Alors en fait, qu'est-ce que permet Kafka? Basiquement, Kafka, ça permet quoi? Ça permet trois choses, je dirais même quatre, mais trois choses essentiellement. De pouvoir publier des événements et souscrire à des événements, et ce, de manière totalement découplée. C'est-à-dire que je vais avoir un certain nombre de producteurs d'événements, un certain nombre de consommateurs d'événements. Les uns et les autres n'ont pas forcément à se connaître, ce qui ne veut pas dire que les uns et les autres n'ont pas à communiquer. C'est un autre sujet sur lequel je reviendrai dans les points d'attention. Ce qu'on va pouvoir, c'est persister les données. Aujourd'hui, avec Confluent, on peut les persister à l'infini, donc ouvrir la porte à un certain nombre de cas d'usage particuliers. Et à travers cette persistance, de pouvoir profiter d'une garantie de l'ordre d'arrivée des messages, ce qui dans un certain nombre de cas d'usage est extrêmement important, et de pouvoir rejouer, là encore, autant de fois qu'on le souhaite, l'arrivée et le flot de ces événements. Et donc les histoires que ces événements nous racontent, on se souvient, un événement porte une intention. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est traiter, processer ces événements au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et donc pour des choses simples, comme par exemple du filtre,
mais aussi comme des choses beaucoup plus complexes, comme par exemple de l'agrégation et des traitements de type stateful. Le tout, bien évidemment, de manière hautement scalable, très performant, résistant aux pannes, parce que Kafka a pour vocation de fonctionner en permanence. Alors, il ne s'agit pas de se dire, ah oui, mais non, c'est 23 heures sur 24, etc. Non, non, c'est toutes les heures de la journée, et ça tous les jours de l'année. Le petit point que je rajouterais, que permet également Kafka, c'est de pouvoir s'intégrer facilement, si possible, avec l'écosystème existant IT des entreprises. Et ça, on y reviendra également. Pour rentrer un peu, mais pas trop, dans le détail de Kafka, les données sont persistées, et les données sont persistées dans ce qu'on appelle des topics. Ce sont en fait ce qu'on appelle des distributed commit logs, parce que finalement, le cœur de Kafka, ça se rapproche extrêmement du cœur d'une base de données. On peut voir une base de données très souvent comme une vue matérialisée représentée par des tables. Mais en fait, quand il y a un problème au niveau d'une base de données, sur quoi se base le moteur? Le moteur, il se base sur le commit log. Là, c'est un peu la même chose. En fait, les données vont être persistées dans des topics, et les topics sont composés de partitions. Et donc, ces événements, ces records, ces messages, sont écrits, persistés les uns à la suite des autres, dans un mode happen only, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais modifier ou détruire le contenu de ce qui a été publié. Alors, détruire, si, quand la durée de persistance qu'on a prédéfinie est arrivée à terme, et automatiquement, la solution va supprimer les données correspondantes, mais par une opération telle qu'on pourrait la faire sur une table, par exemple, ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Alors, on voit ici qu'on a 3 partitions, parce qu'effectivement, les données sont stockées au sein d'un cluster, dans des brokers, dans des topics. Les topics sont composés de partitions. Ça va nous permettre de paralléliser les écritures. Ça va aussi nous permettre de garantir l'ordre. Et l'ordre, cette garantie dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est respectée par partition. Ce qui est stocké, un petit carré, tel qu'on le voit ici, qui est stocké, c'est quoi en fait? En fait, c'est 3 éléments. C'est un header, une clé, une valeur. Et dans le header, on retiendra une information plus pertinente que les autres, c'est l'offset. L'offset, c'est quoi ici? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça qui nous permettra tout simplement de dire, s'il te plaît, rejoue-moi les données depuis l'offset 5, par exemple. La clé, elle n'est pas obligatoire, mais dans certains cas d'usage, elle est super intéressante. Par exemple, si on est dans le retail, vous voulez remonter des informations pour avoir des informations en temps réel sur le chiffre d'affaires par magasin, pourquoi pas utiliser la référence du magasin comme clé. Ça va vous garantir que tous les événements, toutes les informations qui proviennent de ce magasin vont systématiquement être stockées dans la même partition, et vous aurez la garantie de l'ordre à ce niveau-là. Et puis ensuite, vous avez la value, donc header, key value. La value, c'est le message, tout simplement. On voit sur la partie inférieure, donc les écritures se font en happen only, et on voit sur la partie inférieure que les consommateurs, et je dis bien les consommateurs, c'est-à-dire une multitude de consommateurs, vont pouvoir lire éventuellement depuis le même topic et à leur propre rythme. Je peux avoir des besoins qui vont être des besoins avec une latence très faible et de lire très très rapidement, aussi proche que possible de l'écriture, et puis d'autres pour différentes raisons, et puis parce qu'ils ont des traitements un petit peu plus coûteux, vont lire à leur propre rythme. Donc voilà que le consommateur A, il en est à l'offset 4, quand le consommateur B, il en est déjà à l'offset 7, aucun problème. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, j'avoue que moi je suis dans la présentation, je ne suis pas trop le chat en parallèle, mais n'hésitez pas, je suis sûr que Florence fera un plaisir de compléter. Je ne peux pas rentrer dans énormément de détails, mais je suis sûr que ça doit soulever pas mal d'interrogations, donc n'hésitez pas. Le chat marche bien. C'est bon, il est chaud. C'est bon, c'est super, c'est génial. Alors. Bon, après, n'hésitez pas aussi, s'il y a un sujet sur lequel vous voulez que je m'arrête un petit peu plus au niveau de la présentation, que je revienne, n'hésitez pas à me le dire aussi en live. Donc, un cluster Kafka, un cluster Confluent est composé de brokers, d'un certain nombre de brokers, et on a vu les topics
donc, font partie de ces brokers. On voit ici les producteurs qui vont écrire avec la parallélisation qui se fait au niveau des différentes partitions avec les flèches de différentes couleurs. Et on va pouvoir profiter de la même chose au niveau des consommateurs. On voit sur la partie supérieure droite, on a cette notion de groupe de consommateurs, dans lequel j'ai un seul consommateur. Ça veut dire que ce consommateur, il va lire en round robin, tantôt sur la partition 1, ensuite la 2, ensuite la 3, ensuite il va revenir sur la 1, la 2 et la 3. Après, je me dis, mais si moi, ça m'intéresserait d'aller un petit peu plus vite dans ma consommation quand même. En fait, la seule chose que je vais avoir à faire, c'est de rajouter des consommateurs dans mon groupe. Ici, je vais en rajouter 2. En fait, ce n'est pas la peine d'en rajouter plus que le nombre de partitions, parce que du coup, les consommateurs additionnels seront juste en train de se la couler douce. Mais en fait, je peux en rajouter en tout cas au moins autant que j'ai de partitions. Et à ce moment-là, il y a un rebalance automatique qui est effectué par Kafka et qui va attribuer une partition à chacun des consommateurs. Et donc, comme ça, pouvoir accélérer la consommation de mes messages. Bien sûr, la notion de failover, là encore, est prise en compte automatiquement par la solution. Cette notion de rebalance, elle est très importante et on la retrouve dans différents concepts au niveau de Confluent, de la plateforme. On parlera de ça au niveau du stream processing, mais aussi au niveau de la partie Kafka Connect, pour tout ce qui est interaction avec l'écosystème et les connecteurs. Alors, je voulais aussi... c'est toujours difficile de sélectionner les slides qui sont les plus pertinentes, mais je voulais quand même m'arrêter sur cette slide-là pour expliquer quelques concepts au niveau, encore une fois, des données qui sont stockées, qui sont persistées, mais aussi au niveau du stream processing, qui est un élément très important, on s'en souvient, c'est celui qui permet de construire ces applications riches et contextualisées. Donc, les données sont stockées dans des topics. Vous allez me dire, mais en fait, qu'est-ce qui est stocké? Moi, j'ai du JSON, ah ouais, mais moi, j'ai du XML, moi, j'ai du string, etc. En fait, ce qui est stocké dans les topics, c'est du binaire, c'est du raw data, c'est des 0 et des 1. En fait, il faut se dire que les architectes qui ont conçu Kafka chez LinkedIn en 2010, et au passage, qui ont créé Confluent en 2014, hein, ce sont les mêmes personnes, et on est ravis de, bien évidemment, de continuer d'avoir ces personnes pour aussi guider la vision et la stratégie de Confluent, mais aussi de Kafka. Et bien, en fait, ils ont voulu que le cœur de la solution, c'est-à-dire les brokers, en fait, soit finalement et un certain degré de non-intelligence. Et ceci est voulu, pourquoi? Pour garantir quelque chose, deux choses qui sont essentielles, la performance, la faible latence et la scalabilité. Donc, on va avoir les données qui sont stockées en raw data, c'est du binaire, mais ensuite, si moi, au niveau de mes producteurs, au niveau de mes consommateurs, je traite, je manipule des données dans d'autres formats, je vais pouvoir le faire très simplement avec une notion de sérialisation et de désérialisation dans le format approprié. String, XML si vous voulez, JSON, Avro par exemple. Donc on voit la couche inférieure avec cette notion de stockage dans les topics, topic, partition, hein, et puis on a même une notion sous-jacente inférieure de segment. Ensuite, ce qui nous intéresse, si on veut processer, traiter ces événements au fil de l'eau, on va le faire sur ce qu'on va appeler des streams. Hein, vous savez, cette notion de stream d'événements qui raconte une histoire. Et là, grâce aux sérialisations et désérialisations, on va pouvoir manipuler des données compréhensibles et donc pouvoir processer ces données avec intelligence. Donc en fait, on peut le faire dans Confluent, et là je parle bien de Confluent, de deux manières, soit à travers des push queries ou des pull queries. C'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, les push queries, en fait, c'est le principe selon lequel on va souscrire à une stream, à un flow d'événements, on verra ça dans la démo, et au fur et à mesure que les événements arrivent, je vais pouvoir procéder à certains traitements. Par exemple, je vais filtrer le contenu qui arrive. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui peut être assez simple, mais je peux avoir aussi des besoins plus complexes. Comme par exemple, ça m'intéresserait pour la détection de fraude de savoir si, sur un intervalle de 5 ou 10 minutes, une même carte bleue n'a pas été utilisée sur deux lieux géographiques pour lesquels c'est fortement improbable. D'accord? Je vous montrerai un exemple de ça dans la démo.
avec la possibilité de faire des pull queries. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est finalement les types de requêtes qu'on faisait traditionnellement, habituellement, sur des bases de données relationnelles, où en fait, je vais requêter un certain nombre d'informations à un moment donné dans le temps. Alors, je veux cette information à un moment donné précis dans le temps, ce qu'on va appeler les pull queries. Donc, les deux sont possibles à travers Confluent Platform. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit 3 fonctionnalités essentielles, mais 3,5 en fait, parce que l'intégration avec l'écosystème, c'est quelque chose de très important. Bien sûr, il y a des entreprises qui démarrent de rien, ok, très bien, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont un legacy très important. Donc, c'est important de pouvoir s'intégrer avec cet écosystème, et ce, de la manière la plus simple et la plus efficiente possible. Pour ça, Kafka propose un framework qui s'appelle Kafka Connect, qui va permettre de développer des connecteurs qui vont être là encore extrêmement résilients, extrêmement scalables, et qui vont permettre de s'intégrer avec tout l'écosystème existant, que ce soit en mode source, c'est-à-dire je vais venir ingérer de la donnée dans Kafka, dans Confluent, depuis des sources existantes. Ça peut être des bases de données, ça peut être tout ce que vous voyez ici. Et même chose en mode theme, c'est-à-dire j'ai mon référentiel, mon backbone de gestion des événements, et je vais l'utiliser pour venir enrichir, alimenter d'autres systèmes de mon système d'information, on-prem ou dans le cloud. Et en fait, Confluent, à travers sa plateforme, propose tout un ensemble de connecteurs qui sont supportés et disponibles sur étagère. Donc, vue d'avion, ça donne quoi? On a le cœur de Kafka avec ce distributed continuous commit log hautement scalable, hautement performant, découplage des producteurs, des consommateurs, persistance au jeu. J'ai Kafka Connect qui va me permettre l'intégration avec l'écosystème, et puis j'ai Kafka Streams qui va me permettre de traiter ces événements au fil de l'eau et donc d'apporter encore plus de richesse dans mes applications contextualisées. Et donc, une plateforme d'event streaming ou de streaming, c'est effectivement la pierre angulaire ou un composant clé d'une architecture event-driven. C'est ce qui va permettre de traiter les événements au fil de l'eau, c'est ce qui va permettre de les persister, c'est ce qui va permettre de les rejouer, c'est ce qui va permettre de les processer au fur et à mesure, de les traiter au fur et à mesure qu'ils arrivent. On retrouve cette notion forte de découplage des producteurs et des consommateurs, bien évidemment. Et donc, la chance que vous avez, c'est que Confluent, c'est cette plateforme. En fait, cette slide, je l'aime beaucoup pour plein de raisons. La première des raisons, c'est qu'elle représente très très bien ce qui est pour nous la vision à terme de ce qu'est l'event streaming. La vision à terme, c'est quoi? Et pourquoi je dis à terme? Parce qu'en fait, il ne faut pas se tromper, on ne parle pas là d'un Big Bang, c'est un voyage, ça se fait par itération. Mais en tout cas, la destination dont on parle ici, cette destination, c'est de construire un backbone, ou ce qu'on appelle, nous, le système nerveux central, dans lequel on va retrouver l'ensemble des événements qui vont être tantôt produits, tantôt consommés par les applications. Et en fait, ce que représente aussi très très bien ce slide, c'est deux choses. La diversité des cas d'usage. Je vais en dire deux mots. En fait, beaucoup de clients, d'entreprises ont démarré par des cas d'usage plutôt technologiques. C'est par exemple construire une gestion centralisée des logs. C'est par exemple faire de l'offloading de bases de données ou de mainframe. C'est par exemple de faire du pipeline vers du big data. Donc plutôt à caractère technologique. Et puis d'autres ont commencé plutôt par des cas d'usage plutôt métiers ou fonctionnels, ou ceux qui avaient d'ailleurs souvent commencé par des cas d'usage techniques ont aussi ensuite évolué vers des cas d'usage plutôt métiers. Par exemple, d'agrégation de type Customer 360, une vue agrégée de ce qu'est mon client. J'ai des informations qui sont dans plusieurs bases de données, d'autres me viennent d'autres canaux. Eh bien, je vais agréger ces différents flux dans Confluent, dans Kafka, et puis à travers du stream processing, je vais construire ma vue unique, et à partir de là, elle va être rendue disponible pour l'ensemble des consommateurs.
Et vous voyez sur la partie supérieure toute cette diversité de cas d'usage, mais tous ne sont bien évidemment pas représentés. Donc, notion de diversité de cas d'usage, bien évidemment. Et en fait, en termes d'architecture, pour celles et ceux qui travaillent dans l'informatique depuis un certain temps, vous avez peut-être connu les EAI, les ESB, les architectures orientées services, etc. Et en fait, toujours s'est posé la question des architectures très complexes en mode point à point, architecture qu'on a appelée l'architecture spaghetti, en fait. Et en fait, l'idée là, c'est d'avoir quelque chose qui va aussi vous aider à simplifier ça. Et avec la construction de ce backbone centralisé, en fait, ce qu'on se propose de faire, c'est de passer des spaghettis aux lasagnes, si vous voulez. Et de simplifier cette évolution d'architecture. Ça se fait pas à pas, ça se fait use case par use case, mais c'est un peu la vision qu'on a à travers aussi un modèle de maturité. Et ce modèle de maturité, il nous aide à accompagner les clients dans leur stratégie à ce niveau-là. Alors, quelques mots sur, je regarde voilà, au niveau de l'heure, parce que le temps passe quand même. Quelques mots, je ne vais pas détailler tous les composants de Confluent Platform, mais en fait, plus vous donner une overview assez globale. Parce que Confluent Platform repose sur finalement 3 niveaux. Un premier niveau qui est vraiment Apache Kafka open source, tel que vous le trouvez au niveau de la fondation Apache Kafka open source, donc complètement disponible, d'usage et gratuite. Avec bien entendu le cœur, Kafka Cœur, le Distributed Continuous Commit Log, avec bien entendu le framework Kafka Connect et également le framework Kafka Streams. Ensuite, vous allez trouver un deuxième étage qui, lui, s'appuie sur une distribution confluente qui est libre d'usage également, hein, donc open source, et dans laquelle vous allez trouver tout un ensemble de composants ou de fonctionnalités additionnelles. Par exemple, OK, moi je voudrais faire du .NET. Parce que moi, mon environnement, c'est pas Java ou le client, il n'a pas beaucoup de compétences Java. En fait, on offre toute une diversité de clients, Go, Python, C, C++, .NET, par exemple, qui respectent des sémantiques comme vous pouvez les implémenter avec Java. Hein, j'entends par là des niveaux de durabilité ou de sémantique de type exactly once, par exemple, que vous pouvez faire de la même manière. Dans le monde de l'IoT, vous avez un proxy MQTT qui vous simplifie l'architecture hein, et qui vous permet, derrière les sensors et les gateways, de pouvoir directement publier dans Confluent. Vous avez une API REST Proxy qui vous permet non seulement de publier et de consommer sur HTTP, mais également aujourd'hui de plus en plus d'administrer l'ensemble de votre cluster. Vous avez un schéma registry extrêmement important, et là je m'arrête pour quelques minutes pour le préciser. Publier des messages, consommer des messages, c'est bien sûr extrêmement important, mais dès lors que ces messages ont un caractère un tant soit peu métier ou business, vous avez besoin d'y associer des schémas, de les gérer en configuration, d'en gérer la version pour assurer la bonne gouvernance et vous assurer que ce que les clients attendent de recevoir, c'est bien conforme à ce que les producteurs ont publié. Et ça, Schema Registry vous permet de le faire avec des schémas de type Avro ou JSON ou Protobuf, avec la garantie aussi de la gestion de la compatibilité, pardon, parce que bien entendu, vos schémas vont évoluer, hein, vous avez un message donné, vous allez rajouter des champs, vous allez peut-être en retirer, et tout ça, ça a une vie, et c'est important que vos messages puissent suivre cette vie en conformité. Au-dessus de Kafka Connect, je l'ai évoqué tout à l'heure, tout un ensemble de connecteurs disponibles sur étagère pour interagir avec l'ensemble de l'écosystème. Au-dessus de Kafka Streams, une application qui est en fait un langage interprété très proche du SQL qui vous permet de développer, de déployer des applications Kafka Streams dans un langage SQL, donc beaucoup plus facile, rapide d'accès. On le verra, hein, dans ma démo, j'ai utilisé presque exclusivement ce langage-là pour vous en montrer les possibilités et la richesse. Et donc, l'ensemble de ces deux premières couches forment ce qu'on appelle une plateforme complète d'event streaming. Donc, c'est déjà un premier ensemble, je dirais, qui vous permet déjà d'avancer et de développer ce type d'application. Ensuite, vous allez trouver le troisième niveau avec tout un ensemble de fonctionnalités, certaines plutôt autour de la sécurité, comme par exemple les security plugins ou le role-based access control qui vous permet d'avoir une gestion centralisée
des autorisations avec une approche de type role binding sur l'ensemble des composants de la plateforme. Vous avez un control center qu'on verra tout à l'heure pour la supervision, l'administration de vos clusters. Vous avez un réplicator qui est une fonctionnalité qui vous permet de répliquer les données entre clusters, y compris depuis l'on-prem vers du cloud par exemple. Vous avez self-balancing cluster qui est une fonctionnalité qui va tourner en permanence, qui va vous permettre de rééquilibrer votre cluster, parce que là aussi, votre cluster, il va vivre. Vous allez peut-être rajouter des brokers au fur et à mesure de vos besoins. Peut-être certains vont disparaître. Et donc, certains topics, certaines partitions vont être plus utilisées que d'autres. Donc, certaines ressources vont être plus utilisées que d'autres. Et donc, self-balancing va permettre de rééquilibrer le cluster. Si votre client, votre prospect a envie d'évoluer vers les containers, vers Kubernetes, bien sûr, un opérateur qui va vous permettre de provisionner, de gérer en configuration opérationnelle, en conditions opérationnelles, l'ensemble de votre plateforme avec un opérateur Kubernetes. Les audit logs pour comprendre ce qui se passe, donc audit log au format Cloud Events qui vous permettent de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du cluster et donc d'en être informé. Schema Validation qui vient compléter Schema Registry avec une validation au niveau broker du fait que si un topic doit recevoir des messages avec un schéma, et si ce n'est pas le cas, eh bien, ces schémas seront rejetés au niveau du broker. Donc, c'est un premier niveau de validation, volontairement avec un périmètre défini, encore une fois, vous vous souvenez, pour garder ces notions de performance et de scalabilité au niveau des brokers. Tier storage, extrêmement important. La notion de persistance des données, de durée de persistance des données, vous pouvez définir à quoi elle correspond. C'est 7 jours par défaut dans la solution, dans Kafka. Mais vous pouvez très bien dire, pour mon cas d'usage, c'est moins, ça peut être une journée. Mais vous avez plein de cas d'usage. Si vous construisez des systèmes off record, par exemple, vous avez besoin de garder vos données très longtemps. Si vous faites du dashboarding, vous voulez faire du dashboarding de trimestre en trimestre ou de semestre en semestre, vous avez besoin de garder vos données longtemps. Si vous voulez pouvoir réalimenter dans, par exemple, de l'élastique, des données qui sont vieilles de 3 mois ou de 6 mois, ce serait sympa que vous puissiez toujours avoir ces données. Avec Tier Storage, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découplé le compute, le storage. Vous allez continuer d'avoir une persistance locale de faible durée. Et donc, dans les brokers, dans les topics, ne seront persistées les données que pendant ces durées. Mais par contre, en même temps que les données sont persistées dans les brokers, elles sont aussi persistées dans un object store. Donc, ça peut être de l'Amazon S3, du GCS par exemple, mais aussi du Pure Storage. Et de plus en plus, on va supporter des solutions on-prem. Et donc, en fait, de manière totalement transparente pour les clients, je dis bien transparente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de configuration, quelle qu'elle soit. En fait, vous allez pouvoir requêter des données qui sont peut-être vieilles de 6 mois, qui sont dans l'Object Store. Et donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des systèmes de stockage dans les brokers, qui sont peut-être coûteux, ni peut-être de rajouter des brokers, parce que vous avez besoin de stocker davantage. Non, vous avez vraiment ce découplage qui vous permet d'adresser une multitude de nouveaux besoins. Multi-region cluster, au niveau plutôt de l'architecture, va vous permettre d'adresser tous les besoins de RPO, RTO, qui tendent vers zéro, c'est-à-dire où vraiment vous n'avez pas envie d'avoir des délais d'indisponibilité ou de pouvoir ou de perdre certaines données. Eh bien, souvent, pour adresser ces besoins, on va s'appuyer sur plusieurs data centers. Et là, l'idéal, c'est de fonctionner en mode cluster étendu. Il y a plein d'avantages à ça. On n'a pas trop le temps d'adresser ces points-là ici, mais il y a beaucoup d'avantages à fonctionner en mode cluster étendu. Par contre, si vos data centers sont un peu distants, c'est-à-dire avec une latence un peu importante, un cluster étendu, ça ne va pas le faire parce que la réplication des données qui assure la haute disponibilité ne peut pas s'appuyer sur une latence trop importante. On va s'appuyer sur un certain nombre de fonctionnalités, dont une qui est la création d'un nouveau type de réplica, dit observer, qui sont des réplicas asynchrones et qui vont permettre de pouvoir continuer à travailler sur un cluster étendu, même quand les data centers sont un peu éloignés. C'est-à-dire qu'on profite vraiment, typiquement, du failover automatique des clients, par exemple, qui sont un point d'intérêt tout particulier de l'utilisation des clusters étendus. Donc, beaucoup de fonctionnalités extrêmement pertinentes. Bien sûr, on va apporter du service
Alors, à notre niveau, c'est vraiment en mode expertise. Hein, on n'a pas vocation à développer des projets comme ça peut être le cas pour vous. Et puis, un support de très haut niveau, puisque nos ingénieurs support sont des ingénieurs support niveau 3 qui participent au commit de la solution, donc qui permettent de suite d'être pertinent et de répondre très, très rapidement aux questions. Et enfin, j'y reviendrai, 2 modes d'usage, soit un mode self-manage dans vos data centers ou enfin dans les data centers des clients ou sur un des clouders, ou bien en mode complètement fully managed. Et là, on y reviendra aussi au niveau de la démo. Quelques points d'attention avant de passer à la démo. Parce qu'en fait, quand on se dit, tiens, OK, l'event-driven, ça fait sens, j'ai envie d'aller vers le temps réel, quel type de questions je peux être amené à me poser qui font sens pour me dire, est-ce que c'est bien ce dont j'ai besoin? Donc, voilà, un certain nombre de questions, je ne vais pas les détailler, mais juste en citer quelques-unes. Est-ce que j'ai besoin de persister les données? Si oui, combien de temps? Est-ce que je vais avoir besoin de rejouer ces données? Et là, oui, combien de temps? Depuis le début, depuis là où je veux? Quel type de sémantique j'ai besoin d'implémenter? C'est-à-dire, quelle est la durabilité derrière mes messages? Est-ce qu'en fait, je peux publier et puis je me fiche de ce qui va se passer, ça va avoir de la duplication de messages, mais par contre, je ne veux pas en perdre? Ou bien est-ce qu'au contraire, je me permets d'en perdre, mais par contre, je ne veux pas avoir de duplication? Ou bien est-ce que je veux vraiment de l'exactly one, c'est-à-dire dans tous les cas, je veux m'assurer d'avoir un seul et unique message, y compris en cas de problématique, puisque c'est bien là que le sujet se passe. Est-ce que j'ai besoin de traiter, de faire du stream processing? Et si oui, est-ce que j'ai besoin de le faire pour des besoins simples ou des besoins plus complexes de type d'agrégation, par exemple? Est-ce que j'ai besoin de faire des pull queries, de requêter mes données, un peu comme je les faisais aussi sur des bases de données, c'est-à-dire quelle est la valeur de telle donnée à un point précis dans le temps. Quels sont mes volumes dont j'ai besoin, quels sont mes débits, quelle est la latence, de quelle scalabilité j'ai besoin, quels sont mes niveaux de RPO, de RTO. Est-ce que comment je vais gérer la gestion des erreurs? Est-ce que j'ai des mécanismes, par exemple, de dead letter queue qui vont me permettre de pouvoir suivre les messages qui ne se sont pas bien passés? Comment je m'intègre avec l'écosystème existant? Et puis, plus globalement, comment je construis mes applications contextualisées riches à travers un stream processing pertinent. Est-ce que c'est vraiment facile? En fait, très franchement, si je vous disais oui, je serais quand même un petit peu menteur. Pourquoi? Parce qu'on parle de technologie distribuée. Toute technologie distribuée n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre, parce qu'il y a pas mal de composants, parce que quand les choses commencent à pas bien se passer, dans des systèmes distribués, c'est pas toujours simple de savoir où ça se passe pas bien. Il y a l'effet papillon, il y a les effets de bord. Donc, gérer des architectures distribuées, c'est pas forcément quelque chose de simple. Donc, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur des compétences qui le maîtrisent bien, voire c'est bien de pouvoir s'appuyer sur des systèmes qui le font tout seuls, comme des systèmes fully managed. Il y a la notion de granularité d'événements qui est très importante aussi. On se la posait au temps des architectures SOA, on se la pose au niveau des architectures microservices, on se la pose de la même manière au niveau de la gestion des événements. Et typiquement, ça apporte une question sur un potentiel manque d'atomicité au niveau des transactions. Comment gérer une transaction finalement distribuée sur un ensemble d'événements finalement qui ont leur granularité propre. Donc, ça nécessite de devoir penser à comment définir, designer ces événements également. Et ça nous renvoie d'ailleurs, je le disais, à la notion de gouvernance également. Donc, gouvernance de données, ne pas oublier, et ça, je le redis, intégrer la gouvernance très tôt dans l'implémentation de vos projets de type temps réel. Souvent, on se dit, ah oui, mais le plus important, c'est de regarder que tout le cycle se passe bien, etc. Et puis on se dit, et ça, je le traiterai plus tard. Non, intégrer la gouvernance dès le début. Et ce que MarRougeDistri vous permet de vous faire, c'est exactement ça. Vous avez l'enforcement des schémas directement au niveau de la production des messages. Donc, vous pouvez vraiment l'intégrer très, très tôt dans votre cycle. La notion d'event stream versus stream of event. C'est-à-dire, est-ce que finalement, l'event stream, mon flow d'événements, c'est uniquement l'ajout successif d'états, de certains états, ou est-ce que c'est plus que ça? On se souvient de l'histoire que ça raconte, de l'intention, et donc de l'univers des possibles qui s'ouvre.
Toute la partie test, il faut pouvoir tester indépendamment par événement, mais plus globalement aussi. Et puis, il faut tester quand tout va bien, mais il faut aussi tester quand les choses vont pas très bien. Hein. Et là encore, ça nous renvoie à la notion de gouvernance de données. Découpler, oui, au niveau des producteurs, des consommateurs, mais ça ne veut pas dire que les équipes ne doivent pas communiquer. Les consommateurs s'attendent probablement à consommer certains types de messages. Donc, peut-être qu'il faut être un petit peu aligné avec la notion, donc ça nous renvoie tout ça à l'agilité, bien sûr, hein, au principe de l'agilité. Et puis surtout, c'est multidomaine. Il ne faut pas se dire simplement que c'est qu'une question je publie, je stocke et je consomme. Et puis voilà, non. Quid de la sécurité? Quid de l'intégration avec l'écosystème? Quid du design de mes événements? Quid de la prise en compte de mes RPO, RTO pour tout ce qui est de l'architecture? Quid de la latence, du débit, etc., etc. Donc, c'est vraiment un sujet multidomaine. Et ça ne veut pas dire que tous les domaines doivent être adressés en même temps, mais ça veut dire que vous allez devoir adresser l'ensemble de ces domaines si vous voulez vraiment construire une architecture event-driven qui va vous permettre de construire ce backbone de gestion des événements et de passer des spaghettis au lasagne. Voilà pour le concept. Il existe beaucoup de livres intéressants. Volontairement, je choisis celui-là de Ben Stamford, parce que Ben Stamford est une personne qui travaille chez Confluent depuis très longtemps, qui fait partie d'Octo. Octo, c'est Office of the CTO, donc des gens qui travaillent aussi sur la vision pour demain. Confluent, on souhaite vraiment être aussi vu et reconnu comme un sous-leader sur le domaine de l'event-driven, de l'event streaming. Et donc, ce livre est vraiment très, très intéressant si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ces sujets-là. Donc voilà, le temps passe et je sais que je suis toujours un petit peu bavard, mais néanmoins, je pense que les démos sont extrêmement importantes pour que vous puissiez maintenant vous représenter un petit peu plus la plateforme, ses possibilités. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ces deux démos sont... cette démo est générique, mais j'espère elle va vraiment vous permettre de transposer ça sur tous les clients avec lesquels vous travaillez, sur tous les verticaux, pour différents types de cas d'usage. Alors d'abord deux choses, j'ai parlé de deux démos, parce que je vais faire une démo Confluent Platform, qui est l'ensemble des composants qui construisent et qui composent Confluent Platform, et puis une sur Confluent Cloud, notre offre Fully Managed, qui vraiment vous permet de démarrer en quelques minutes une expérimentation, par exemple, voire un projet. Donc Confluent Platform. La topologie de la démo que je vous propose est la suivante. En fait, d'abord, il va falloir ingérer de la donnée. Donc, pour ce faire, je vais utiliser l'API producteur. Et en fait, j'utilise aussi l'API Twitter pour ça. Donc, en fait, à travers l'API Twitter, je sélectionne un certain nombre de mots-clés. Donc, pour avoir un peu de volume de données, j'ai choisi Covid-19, coronavirus, etc. On est sûr qu'il y a du volume de données qui arrive. Et donc ça va me permettre de venir alimenter Confluent dans un topic qui va s'appeler Twitter Tweets. Dans ce topic, je vais récupérer au format JSON l'ensemble des tweets qui traitent de ce sujet. Et là, ce qu'on va faire derrière, c'est qu'on va utiliser du stream processing, et plus spécifiquement KSQLDB, pour faire un certain nombre d'actions. Donc, je vais faire du filtre, parce qu'on va voir qu'un tweet, en fait, c'est très verbeux, et moi, je n'ai pas besoin de tout. Ensuite, on va faire du filtre aussi pour segmenter les messages. D'abord, garder uniquement les messages de certaines langues, et puis ensuite, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais créer des topics en sortie qui ne contiendront que les messages en anglais, et puis dans un autre topic que les messages en français. Et puis, pour vous montrer un petit peu la vue globale, toujours avec KSQLDB, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les connecteurs qui sont disponibles sur étagère, comme j'évoquais tout à l'heure, pour déployer un connecteur de type fichier que je vais utiliser pour venir écrire dans des fichiers uniquement les messages en français. Et je vais utiliser un connecteur Elastic pour venir alimenter un index Elasticsearch. Donc, j'ai un petit élastique qui fonctionne en mode fully managed sur bonsai.io et que je vais utiliser pour venir alimenter à travers ce connecteur mes messages uniquement en anglais. Donc, voilà un petit peu pour la topologie. En fait, ce qu'on va voir globalement, c'est passer un peu de temps sur la console d'administration assez rapidement pour voir l'administration, la supervision, le monitoring. Ensuite, on va utiliser l'API producteur pour ingérer des données. J'aurais pu utiliser un connecteur, lire des informations d'une base Oracle. Hein. On a des connecteurs de type Change Data Capture, par exemple, qui sont très pertinents pour venir
reproduire tous les changements et toutes les modifications, par exemple, si je vais utiliser l'API produceur. Ensuite, utiliser KSQLDB pour faire du stream processing, du fil de l'agrégation, de la transformation. Et ensuite, les deux connecteurs pour venir publier donc les résultats dans ces différentes destinations, fichiers et élastiques. Alors, ça, c'est le descriptif des différentes actions. Et pour gagner quand même un petit peu de temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord démarré Confluent Platform. Mais en fait, ce qui est intéressant dans cette démonstration, c'est que ce soir, non, mais demain, si vous voulez faire la même chose, vous téléchargez Confluent Platform, vous faites un tar du binaire ou vous démarrez sous forme de container, comme vous voulez, et vous pourrez faire exactement la même chose parce qu'il n'y a rien de préconfiguré ou de prédéveloppé, si vous voulez. Donc, c'est ce qu'il y a d'intéressant. Et derrière, à travers cette topologie, je pense que vous pourrez très facilement transposer ça à différents modes d'ingestion, différents traitements de stream processing et différentes alimentations d'autres systèmes autres que des fichiers ou de l'élastique, par exemple, hein, MongoDB, par exemple, ou autre. Ça marche tout aussi bien, c'est tout aussi rapide, ou Snowflake ou autre. Donc, vous voyez, il y a des petits numéros, 1, 4, 2, etc. Et là, je vais repasser en mode comme ceci, parce que, comme je vous le disais, j'ai effectivement quelques requêtes qui sont prédéfinies, et comme ça, je vais faire du copier-coller. On va gagner un petit peu de temps quand même, si on ne veut pas rester jusqu'à 10h30. J'ai compris que ce ne serait pas possible pour tout le monde. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est, comme je vous l'ai dit, j'ai démarré Confluent Platform. Donc, en fait, vous faites Confluent, local, service, start, et vous démarrez la plateforme. On voit que j'ai mes différents composants qui sont démarrés. Donc, j'ai Confluent Control Center, qui est la console d'administration. J'ai un Zookeeper, j'ai un broker, j'ai un schéma registry pour la gouvernance de données, etc., etc. Et donc, c'est ce qui me permet ici de pouvoir accéder à la console. Donc cette console, elle me permet de gérer plusieurs clusters si je le souhaite. Hein. Ici, j'en ai qu'un, bien évidemment. J'ai d'abord une page d'accueil sur laquelle je peux consulter des informations un peu génériques. Effectivement, j'ai un cluster Kafka Connect, j'ai un cluster KSQLDB, j'ai des topics. La plupart sont des topics internes puisque j'ai rien fait pour l'instant. Hein. J'ai des informations sur les brokers avec mon débit au niveau producteur, consommateur. Si je clique dessus, j'ai des informations encore plus pertinentes. Je peux voir par exemple si Zookeeper est bien connecté, quel est le contrôleur, quel est le broker qui correspond au contrôleur actif de mon cluster. J'ai des informations sur les disques, j'ai des informations sur le tier storage, hein, qui est le stockage infini, par exemple. Hein. On retrouve d'ailleurs sur la partie cluster setting ici ces notions à la fois de stockage et de self-balancing. Hein. Donc, si vous voulez activer l'infinite storage ou activer le self-balancing, qui est activé par défaut d'ailleurs, vous pouvez tout à fait contrôler ça ici. Voilà, donc des informations sur les consommateurs. Bah, ici, j'ai pas grand-chose hein, pour l'instant, des choses qui sont spécifiques à mon cluster. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais aller dans les topics et je vais créer un topic. Donc, je pourrais le faire par ligne de commande, je pourrais le faire de plein de manières différentes. Hein. Je vais essayer de tout faire en fait depuis la console pour que ça reste un petit peu homogène. Et donc, mon topic, je vais l'appeler, si vous vous souvenez bien, Twitter tweets. Voilà. Je peux lui donner un certain nombre de partitions. Ici, je vais lui en dire 2. Et puis, je vais lui demander de le créer avec les valeurs par défaut. J'ai bien sûr plein de possibilités de configuration différentes. Là, je n'ai pas de message. Je n'ai pas de schéma qui sont attachés bien longtemps. Voilà. Donc, j'ai créé mon topic Twitter Tweets. Et donc là maintenant, on en est effectivement au point 3, où ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier, en utilisant l'API Producer, on va publier des tweets dans ce topic-là. Pour ce faire, je vais aller ici, hein, j'ai un petit... c'est pas celui-ci. Hop. Voilà. Tac. Voilà, donc j'ai un petit programme, hein, tout simple, tout basique. Je m'appuie sur l'API Twitter, je définis un certain nombre de mots-clés. Alors, je vais monter un petit peu pour que vous voyez mieux si vous voulez, comme ça doit être un petit peu mieux. Voilà, donc tous les tweets qui contiennent coronavirus, Covid-19, Covid-19 avec un tiret vont être pris en compte.
J'ai un certain nombre de propriétés de configuration que je ne détaillerai pas ici, mais qui sont très intéressantes et quelquefois très utiles. Hein. On peut faire de la compression, on peut gérer les batchs, etc. Donc, plein de choses intéressantes. J'ai le bootstrap de mon serveur, donc tout est installé en local, comme je vous l'ai dit, donc localhost, le port, et tout va bien. Et hop, je vais lancer donc ce programme pour venir publier mes tweets. Voilà. Donc, a priori, il trouve des choses, c'est très bien. On va aller voir ici ce qu'on obtient. Je vais dans mon topic, je vais dans les messages et je vois des messages qui arrivent, c'est parfait. Alors, on voit la console, ce qui est très sympa, par exemple, c'est qu'on peut aller voir à quoi ressemblent ces messages. Donc, j'en sélectionne un. Comme je vous le disais tout à l'heure, un tweet, c'est en fait assez verbeux. Donc, il y a plein de choses, il y a plein d'informations. Et donc, une des premières choses qu'on va faire avec le stream processing, c'est filtrer pour ne retenir que les éléments qui nous intéressent. Donc, on va le laisser continuer de fonctionner, de tourner. On va revenir au script de notre démo. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va s'attaquer au stream processing avec KCallDB pour faire d'abord créer une première stream, voilà, qui va s'appeler C19 tweets. Donc, cette première stream, je vais la créer ici avec cette requête-là. Ah, je reviens ici et je vais aller dans KCallDB, ici, voilà, dans lequel je vais pouvoir passer mes différentes commandes KCall. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette requête, hein? Ben, en fait, je vais créer une stream, vous vous souvenez, hein, ce flow d'événements, qui va s'appeler C19 tweets, et je vais lui dire, s'il te plaît, dans cette stream, tu vas me garder uniquement ces éléments-là. Tu vas le faire depuis le topic Twitter tweet, et le format, ça va être du JSON. Voilà. C'est aussi simple que ça. J'exécute cette commande. Je vais dans Streams, je vois bien que j'ai ma stream qui a été créée, et au passage, d'ailleurs, je peux aller la requêter. Voilà, et je vois bien mes différents contenus qui arrivent ici. Si j'édite un contenu, bah, effectivement, je vois que j'ai bien donc, un élément imbriqué, user, où j'ai retenu uniquement le nom et la location, et puis un certain nombre d'autres éléments comme le texte du message, évidemment, la langue, par exemple. Si je vais dans les topics, j'ai rien. Pourquoi? Parce que, effectivement, la requête que j'ai passée, c'est une requête qui m'a permis de créer une stream, mais qui est une stream dite non persistante, c'est-à-dire qu'elle ne génère pas un topic en sortie. Pourquoi? Parce que j'en ai pas besoin à ce stade-là, mais par contre, je vais pouvoir m'appuyer dessus pour faire un certain nombre de choses. Alors, ces choses, c'est quoi? Ben, c'est par exemple, je vais essayer de créer une table, et cette table, elle va m'être utile, pourquoi? Pour compter le nombre de messages qui vont apparaître en français par période de 30 secondes. Donc, vous voyez, vous pouvez très facilement après vous projeter sur d'autres types de besoins. On parlait de la détection de fraude tout à l'heure sur les transactions sur les cartes, par exemple. Mais ça peut être la même chose dans plein d'activités de différents secteurs. Donc, pour ce faire, je reviens là, 4.2. 4.2, je vais créer ma table. On va analyser ensemble la requête. Donc, ce que fait cette requête-là. Voilà, je vais la passer ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une table, elle va avoir un petit nom, message par langue. Et donc, je vais agréger autour de mes langages, je vais compter, bien entendu. Et ici, c'est là où je vais lui définir que je vais travailler sur une fenêtre de 30 secondes. Voilà. Et donc, toutes les 30 secondes, finalement, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir mon agrégation par langue qui va être faite et je vais avoir une nouvelle ligne qui va être créée dans cette table toutes les 30 secondes. Je peux exécuter cette requête. Si je vais dans table, voilà, je vois bien ma table qui apparaît, je peux cliquer dessus et je peux même la requêter. D'accord, ici. Si je le souhaite, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait revenir dans le déroulé de mon synopsis ici, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le nombre de messages pour, disons, une langue donnée. C'est ça qui m'intéresse. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ici requêter ma table pour la langue qui m'intéresse. Et ici, on va dire que c'est le français. On ne va pas être chauvin, mais enfin, c'est comme ça. Voilà, donc je reviens dans KCallDB, je reviens dans mon éditeur et je vais pouvoir ici passer ma requête. Il faut attendre un petit peu le temps que
la requête et donc l'application se déploie. Et on voit qu'effectivement, ici, j'ai 3 lignes. Une fois, j'ai eu 14 messages, une fois, j'ai eu 23 messages, une fois, j'en ai eu 8. Donc, par fenêtre de 30 secondes, je vais comme ça être en capacité de savoir le nombre de messages en français qui parlaient de coronavirus, de Covid-19, etc. Si j'attends un petit peu, alors je ne sais pas, on va réexécuter la commande, je vais avoir une 4e ligne qui va apparaître. Voilà. Tac. Voilà, hop, j'ai une 4e ligne qui est apparue, et ainsi de suite. Et donc, comme ça, je peux, de manière glissante, de fenêtre en fenêtre. Alors, il y a différents types de fenêtres qu'on peut utiliser. Il y a des fenêtres glissantes, il y a des fenêtres séquentielles, etc. Mais on voit que comme ça, on peut aussi requêter des informations précises sur des fenêtres de temps ou à un moment donné précis dans le temps. On va continuer avec le synopsis. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des topics. Un premier topic dans lequel je vais uniquement sélectionner un certain nombre de langues. Et puis, 2 autres topics, un dans lequel je vais avoir uniquement mes messages en français et un autre uniquement mes messages en anglais. Donc, c'est parti pour 2, 10 et 11. Donc, 2, d'abord, on va parcourir à nouveau ensemble le contenu de ces requêtes-là. Je m'arrête un petit instant ici pour vous montrer cette option que volontairement je n'exécute pas, mais j'aurais très bien pu ajouter cette ligne ici pour partitionner par langue. Hein, et vous vous souvenez de cette idée de garantie de l'ordre par partition, ce qui m'aurait assuré du fait que tous les messages en français soient bien dirigés vers la même partition. Même chose pour les différentes langues. Hein, si j'en avais pas besoin, donc je le fais pas. Donc je prends cette requête-là, on va l'exécuter, on va voir ensemble. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Cette fois-ci, cette requête, elle me crée à nouveau une string, mais c'est une string persistante. Ça veut dire, hein, on le voit avec le aselect ici, ça veut dire qu'elle va créer en sortie un topic qui va s'appeler C19 tweets-t, auquel je lui associe 3 partitions. Donc, je lui demande de créer 3 partitions. Le format, c'est du JSON. J'en profite pour faire du renommage. Vous vous souvenez qu'il y avait des nested éléments, des éléments imbriqués. Ben, en fait, je vais tout mettre à plat. J'avais username, il y avait user location. Et ben, en fait, je vais appeler ça tout simplement username apply, user location, et je vais garder texte, source, langue pour toutes les langues, français, anglais, italien, espagnol et allemand. Et j'exécute cette requête. Je vais faire la même chose pour mes messages en français et en anglais, donc 10 et 11. Je fais un copie-paste, cette fois-ci on les connaît, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Voilà, hop. J'exécute la commande et même chose pour mes messages et mon topic pour mes messages en anglais. Voilà. Cette fois-ci, je vais aller voir mes topics. Et je vois bien que cette fois, j'ai mon topic, c'est 19 tweets dans lequel je vais avoir des messages qui arrivent. Hein. J'ai toujours mon canon à tweets qui est actif. Hein. On le voit ici, hein, bien sûr. Voilà. Et donc, si je vais voir à quoi ressemble un message ici, j'ai tout à plat, effectivement, comme je l'avais souhaité, et je vais avoir des messages, certaines fois en anglais, d'autres en français, enfin, toutes les langues que j'ai retenues. Si je vais dans un topic français, cette fois-ci, je vais avoir, alors, le rythme est un petit peu plus lent, bien évidemment, mais ici, je vais retrouver uniquement les messages en français. Très bien. Donc, vous vous souvenez du synopsis. Maintenant, j'ai ici construit toute cette partie-là. La partie qui me reste à finaliser, c'est d'aller maintenant publier ces messages dans différents systèmes. Donc, les messages en français dans des fichiers, les messages en anglais dans l'élastique, indexés pour faire des recherches contextualisées. Donc, on va revenir ici. On va utiliser ici le connecteur fichier pour venir écrire les messages. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est que pour l'instant, les messages, je vais les écrire ici. Donc, on voit, je suis dans la place Confluent Output Files et j'ai rien dedans. Très bien. Et donc, ce que je vais utiliser, c'est les éléments 12 et 13. Et ce que je peux faire avec SQLDB, alors ça ne veut absolument pas dire que c'est ce que vous ferez dans la vraie vie, ou en tout cas pas en production, ça c'est clair, c'est que je peux utiliser SQLDB aussi pour déployer et configurer des connecteurs. Donc, c'est ce que je vais utiliser ici. Hein. Pour moi, comme ça me permet de garder de la fluidité, de travailler toujours depuis Confluent Control Center. Ah. Oui.
Une question? Non, je crois que j'avais eu l'impression qu'on avait eu une perte de réseau à un moment donné. Je ne sais pas si c'était que moi. Donc, c'est revenu, donc pas de problème. On reprend. Autant pour moi. D'accord. OK, pas de souci. Donc là, ce que je disais, c'est qu'effectivement, je vais, de la même manière que je passais mes requêtes de stream processing, déployer et configurer un connecteur fichier. Donc, je reviens ici. Voilà, donc je lui dis de déployer mon connecteur avec un certain nombre de caractéristiques, de lire depuis le topic C19 tweets FR, bien sûr, et d'aller écrire mon fichier dans le répertoire que je vous ai montré, et il va s'appeler C19 French Message. J'exécute ma requête. Très bien. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est aller là. Je vois que j'ai bien un message, et je peux probablement faire un taille-f, et j'ai bien mes messages en français qui arrivent dans mon fichier au fur et à mesure. Très bien. Maintenant, on va faire la deuxième partie, qui est d'aller maintenant alimenter Elastic. Donc là, même chose, je vais m'appuyer sur KSQLDB pour déployer mon connecteur. Voilà, j'aurais pu choisir Snowflake aussi, pourquoi pas. Ici, j'ai Elastic, très bien. Voilà. Et puis, je vais, là encore, donc cette fois-ci, je m'appuie sur ces 19 tweets anglais, puisque je veux lire les messages en anglais. Et je vais, là encore, exécuter cette requête, voilà, pour venir alimenter mon Elastic. Alors, ce que je ne vous avais pas montré, un peu pressé par le temps, mais si j'avais passé la commande juste avant, c'est qu'en fait, dans mon Elastic, dans mon Banzai, en fait, j'avais pas d'index. Hein, et le nom de l'index, par défaut, ça c'est le connecteur qui le fait, le nom de l'index porte le nom du topic. Voilà. Donc là, vous avez ça. Si je réexécute cette commande-là, voilà, maintenant je vois que j'ai un nouvel index. Et donc, on va directement aller voir dans Elastic. Donc, je ne sais pas si je suis toujours connecté. Voilà. Et dans mon Elastic ici, je vais lancer Kibana. Et à travers Kibana, je vais voir si mes données sont bien arrivées, si je peux bien requêter, en fait, tout simplement mon index pour faire de la recherche contextualisée. A priori, c'est pas mal. Si je fais une recherche sur, par exemple, allez, Moderna, hein, c'est à la mode. Voilà, ben, je vois que toutes les informations qui traitent de Moderna sont disponibles. Je peux faire de la recherche, etc. Donc, voilà pour cette démo. En fait, j'espère que, en fait, elle vous permet d'un peu mieux comprendre déjà les différentes fonctionnalités de Confluent Platform au-delà de Kafka. La simplicité aussi, et franchement, comme je vous l'ai dit, demain, vous pouvez télécharger la version 6.0 de Confluent Platform et faire exactement la même démo. Si vous voulez le petit script ici d'exécution des requêtes, je pourrais bien évidemment vous le transmettre sans aucun problème. Et donc, faire exactement le même type de démo en partant de rien. Donc, toute transposition derrière est très très simple. Vous voulez faire de l'analytics dans Snowflake, ben vous utilisez le connecteur Snowflake pour ça. Vous voulez faire de l'in-memory, vous faites du Couchbase. Vous voulez faire du document, vous faites du MongoDB. Vous utilisez le connecteur de la même manière que j'ai pu utiliser les connecteurs fichiers Elastic. Même chose. Voilà. J'imagine peut-être qu'il y a des questions aussi par rapport à ça dans le chat. Je vois qu'il est déjà 20h33, mais très rapidement, et là ça va être plus rapide, vous allez voir, je voulais quand même vous faire la démonstration aussi de Confluent Cloud parce que ce soit pour des besoins d'expérimentation de POC ou tout simplement d'architecture hybride ou de tout simplement ne pas souhaiter ou vouloir administrer une plateforme comme ça qui peut s'avérer complexe hein, j'ai cité tout à l'heure le fait que ce sont des architectures distribuées, donc ça peut être assez complexe, et bien d'avoir une solution fully managed. C'est d'ailleurs, moi, j'ai rien envie de gérer, je veux vraiment me focaliser sur le cas d'usage. Donc là, ce qu'on va faire, je vais aller arrêter mon canon ici. Alors, petite chose, si je voulais quand même vous montrer pendant que ça tourne encore ici, je peux aller voir mes consommateurs. Et en fait, les connecteurs Sync sont des consommateurs. Hein. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est qu'on va aller voir apparaître, et on voit apparaître les lags, ce qu'on appelle les lags, c'est-à-dire le retard potentiellement que les consommateurs ont par rapport à l'écriture. Je peux cliquer par exemple sur l'élastique, et je vais voir comme ça au fur et à mesure ici
On va voir, ça va bouger, etc. Alors, on voit que j'ai 3 petits points, hein, et je ne vais pas vous poser la question parce qu'il n'y a rien à gagner, en fait, mais tout simplement parce que j'avais 3 partitions. Si vous vous souvenez bien, j'ai créé mon topic avec 3 partitions. Donc, on voit comme ça le lag au fur et à mesure, et on peut avoir une vue très synthétique de ce qui se passe. Donc, une fois montré ça, je vais revenir sur mon canon à tweet ici, je vais l'arrêter, et je vais basculer sur ici, donc Confluent Cloud. Donc d'abord vous dire qu'on a différents types d'offres fully managed, certaines multitenants, d'autres complètement dédiées à des besoins proc, avec certaines spécificités. Là encore, pas forcément l'occasion de détailler, mais notre site internet est très riche et vous décrira tout ça très bien si vous le souhaitez. Bien sûr, extrêmement performant. Sous 25 millisecondes sur des throughputs très importants. Et ce qu'on va regarder très rapidement là, alors vous pouvez jeter un coup d'œil sur status.confluent.cloud et voir les niveaux de SLA. Donc sur les 90 jours, on est à 100% sur les 3 clouders. Et si vous allez sur confluent.cloud/login, en fait, vous allez pouvoir créer un identifiant. Et puis, vous avez des vouchers qui vous permettent de faire des tests gratuitement si vous le souhaitez. Et à partir de là, vous authentifiez. Et puis, à partir de l'authentification, créer un cluster. Donc, c'est ce qu'on va faire. Bon, je me déconnecte et que je me reconnecte. Voilà. Donc, je m'authentifie. Donc, moi, j'ai déjà un identifiant, effectivement. Donc, à partir de cet identifiant et des différents environnements qui me sont disponibles, je prends mon environnement. J'ai un cluster qui existe déjà, mais ça, c'est pas drôle. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va créer un cluster. On va créer un cluster de type basique. C'est un mode qui vous permet déjà de scaler jusqu'à 100 mégabits par seconde avec 5 Tera de stockage et 2048 de stockage, pardon, et 2048 partitions. Et je vais commencer la configuration. Je vais dire sur quoi c'est. Allez, on va prendre Azure, n'importe un. Et puis dans Azure, on va prendre France Centrale. Je suis en monozone, mais on peut faire du multi-AZ, bien évidemment. Je continue. On voit ici que si je ne fais pas de production de consommation, je suis vraiment pay as you go, donc je ne consomme rien. Ça me va bien. Voilà. Et puis, à partir d'ici, tout simplement, je peux démarrer mon cluster. Donc, je peux lui donner un petit nom quand même, d'accord? Donc, si vous voulez bien, on va l'appeler Softeam. Voilà. Et puis, je vais démarrer mon cluster. Voilà. Et donc, non, ce n'est pas un enregistrement. On a bien démarré notre cluster Confluent. Et il est prêt à être utilisé. Donc, ce qu'on va faire, c'est plusieurs choses. Une première chose, c'est qu'on va d'abord le laisser de se terminer, de se créer quand même, et du coup, on va pouvoir créer un topic. Mais ce qu'on va faire, c'est, je ne vais pas vous refaire toute la démo, ça n'aurait pas de sens, mais je vais juste vous montrer la première partie, c'est-à-dire la publication de messages dans mon cluster, à travers mon canon à tweet. D'accord ? Donc, pour ce faire, j'ai besoin de pas grand-chose. J'ai besoin d'une API qui va bien sûr me garantir la sécurité d'accès. On est en Secure Public Endpoint, donc je vais me créer une clé ici. Voilà, donc hop, je crée ma clé. Ce dont je vais avoir besoin depuis mon client pour pouvoir produire mes messages dans mon instance Confluent Cloud, c'est 2 choses. Je vais avoir besoin de changer le bootstrap, bien sûr, de mon cluster, et je vais avoir besoin de lui spécifier la clé d'authentification pour la sécurité. Donc, je vais copier ces éléments et je vais les renseigner dans ici mon fichier, dans mon fichier Jazz de sécurité. Voilà, tout simplement. Je vais faire la même chose pour ici le secret. Voilà. Et je sauvegarde ce fichier. Softeam key. Voilà. J'ai sauvegardé mes clés. C'est très bien. Voilà. Seule unique chose au niveau de mes clés pour l'accès à mon cluster. L'autre point, je vous l'ai cité tout à l'heure, c'est d'accéder au bootstrap de mon cluster. Le bootstrap de mon cluster, c'est celui-ci. Donc là encore, je copie le bootstrap de mon cluster. Je vais aller ici dans je vais monter un petit peu comme ça. Je vais aller changer le bootstrap. Voilà, ici, je vais tout simplement spécifier le nouveau bootstrap qui est là. D'accord. Sur
Donc, je suis en mode d'authentification où j'utilise le fichier JAS que je vous ai montré tout à l'heure. Et à partir de là, une fois que ici, j'aurai créé mon topic tweets, on va lui dire 3 partitions, ça suffira. Voilà, je garde les paramètres par défaut. Et bien, normalement, à partir de ce moment-là, je dois être en mesure, ici, de publier tout simplement les messages. Donc, je vais lancer cette classe-là. A priori, ça publie. Si je vais voir mes messages ici, eh bien, j'ai bien effectivement mes messages et mes tweets qui arrivent ici dans mon cluster. Donc, vous avez vu qu'en 5 minutes, et encore 5 minutes larges, on a créé une instance fully managed qui vous permet déjà d'atteindre des niveaux de throughput, de stockage de données qui sont très intéressants. Et bien sûr, on peut aller à l'infini, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, de manière extrêmement simple. Donc voilà, j'ai dépassé 10 minutes. Finalement, je suis assez content de moi, me connaissant, compte tenu du timing, parce que je tenais vraiment à vous montrer les deux. Kafka, c'est une architecture distribuée qui peut s'avérer un peu complexe, mais on voit qu'avec Confluent Cloud, on peut vraiment démarrer très très rapidement des projets et du coup se focaliser très rapidement sur vraiment l'essence même qui est la valeur ajoutée des projets. Donc vous retrouvez bien évidemment KSQLDB. Au niveau Dataflow, on peut voir par exemple que j'ai mon producteur, j'ai mon Twitter Tweets, etc. Je peux inspecter, je peux voir les partitions, donc vous avez plein de choses super sympas. Au niveau du Dataflow, ici pour suivre, hein, si on avait l'ensemble de ce que j'ai implémenté tout à l'heure, on verrait les tables, on verrait les topics, on verrait les strings, etc. Et donc on pourrait naviguer dans tout ça et avoir une vue graphique du data lineage, hein, finalement, sur l'ensemble des flows qui existent. Si vous voulez connecter différents clients ou différents composants, en fait, c'est très simple et c'est super. Vous avez des clients, vous voulez faire du .NET, du C#, du machin, etc. Vous avez toutes les informations et tous les exemples ici pour comment configurer en fait vos clients pour interagir avec votre cluster. Vous avez le Bootstrap qui est déjà renseigné. Même chose si vous voulez intégrer des composants comme KSQLDB que vous auriez en self-manage, par exemple, ou encore Kafka Connect. Donc voilà pour cette présentation et cette démo. Juste pour en terminer, bien évidemment, bon, vous avez nos contacts, vous les aurez, c'est sûr. N'hésitez pas à aller consulter developer.confluent.io, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Kafka, sur Confluent. Vous avez plein de choses super intéressantes avec des podcasts, avec comment démarrer avec Kafka, comment aller plus loin. Les blogs, on écrit plein de blogs qui sont super intéressants et puis bien sûr la documentation. Donc, je vous remercie à tous pour votre attention, pour les nombreuses questions que vous avez posées sur le chat, ce qui m'a permis de tenir à peu près les délais. Voilà, et je ne sais pas si derrière après, vous avez certains commentaires ou autres, c'est le moment ou jamais. Le chat a été pas mal vivant en fait. Hein. Florent n'a pas chômé. Je pense que oui, c'était. Je te paierai bien la bière, Flo, mais elle sera que virtuelle, mais je trinque à ta santé là. Oui, non, c'était top. Alors oui. Alors, y a-t-il d'autres questions? On passait par le chat, n'hésitez pas. Je pense que ça va être bière pour tout le monde là, j'ai l'impression. Ouais, là c'est. Alors je vais en profiter dans ce cas-là. Écoutez, parfait, moi pour vous remercier de nouveau. Moi j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça super. Bon, alors, je ne vais pas trop influencer les gens parce que je vais leur demander un petit rôti sur le talk. Donc ne partez pas tout de suite. Je vais essayer de ne pas faire planter l'appli. Oh, j'ai appuyé sur un bouton, il y a un écran blanc, c'est mal parti. Ok, soit, super génial. Mais je vais vous demander un petit retour, si vous me laissez 30 secondes pour normalement, c'est pas possible, lancer les Microsoft Forms pour pouvoir faire un petit formulaire en ligne, mais j'ai l'impression que c'est pas parti pour fonctionner. Donc sinon, si ce n'est qu'un problème d'affichage, donc ça va venir.
Écoutez, top. Alors, je tiens quand même à balancer qu'il y a Florent qui a tout de suite dit qu'il était repartant pour une autre séance en live où il répond aux questions pendant 1 à 2 heures. Hein. J'ai des témoins sur le chat. Il n'y a aucun problème, je peux faire ça pendant 3 jours et vous êtes fatigué avant moi. Il y a de la confiance là quand même. Là, bon, respect. Alors, respect. moi, je ne m'engage pas pour 3 jours de démo. Hein. Que les choses soient claires. Non, mais en tout cas, je pense du coup le format était bien comme ça, de peut-être d'avoir les 2 threads séparés et je pense que c'était pas mal. Oui, alors franchement, c'était très très bien parce qu'on n'aurait pas pu, s'il y avait eu toutes les questions de poser sur le live, je pense que ça aurait été ingérable. Donc là, c'était vraiment parfait. Hop là. En termes d'expérience, le chat de Teams n'est pas forcément le mieux fait. Avoir un channel Slack ou un truc un peu plus tradé aurait pu être intéressant. Oui, les questions étaient bonnes, donc après, c'est pas très important. Non, mais c'était top. En tout cas, mais on s'en est sorti. C'est vrai qu'on aurait pu, en y pensant, je n'y ai pas pensé, mais on aurait pu passer sur le Slack, mais il aurait fallu rajouter progressivement. En fait, on aurait pu, mais ça aurait été difficile en termes de logistique. C'est un Slack qui n'est pas lié à notre organisation, donc il n'est pas lié à notre Active Directory. Donc, il aurait fallu rentrer toutes les personnes à l'avance, y compris celles qui se sont déclarées 5 minutes avant. À ce niveau-là, ça n'aurait pas été gérable. Non, ce qu'on aurait pu faire, par contre, c'est une équipe Slack. En fait, j'y avais pensé. Une équipe, pardon, Teams. J'y avais pensé. Vraiment, le Teams dédié à part. Mais en fait, c'est vous inviter vous devant qui aurait pu être problématique. Hélas. C'est là les aléas du grand groupe du côté de la Poste et la sécurité qui va avec. Alors, je ne sais pas s'il est possible de sauvegarder le chat et les questions. Moi, à titre personnel, ça m'intéresserait bien de pouvoir à froid les parcourir, parce que ça pourrait me permettre de voir si dans les explications ou dans les choses, il y a des éléments un peu à retravailler. Techniquement, ça devrait normalement être possible. Par contre, ça devrait être possible uniquement pour ceux qui sont sur la plateforme de mémoire, à savoir que ce qu'on enregistre via Teams, ça tombe dans Microsoft Stream, et que là, c'est plus que simplement un enregistrement vidéo. Il y a le chat, il y a tout. Ce que je vais par contre partager, ce sera le flux vidéo sur YouTube. Je ne garantis pas que là, ce soit dispo. Par contre, j'ai pris pas mal de notes des questions qui ont été posées durant le chat, et ça va tomber sur notre repo GitHub que j'avais communiqué au début, et je vous le renverrai. Alors là, il n'y aura pas réellement tout. J'ai pris des notes à toute vitesse, mais il y aura en tout cas une partie des questions. Ok, top. Non, puis je compte aussi sur mes collègues, et Florent particulièrement, pour venir me faire le retour aussi. Donc, non, parfait, en tout cas, super. Et puis, ravi de voir que les personnes sont restées quand même. Oui, c'était non là, c'était un très très bon score. Hein. On était encore jusqu'à 5-10 minutes, on était encore 23-24 sur 29 au début. Non, franchement, c'est top. Donc voilà, je vous en remercie encore. Donc une prochaine fois, on vous le promet, on vous invite chez nous quand on sera déconfiné, parce que comme le sait Rémi, hein, ça se terminera en bière et pizza. Hein. Oblige. Moi, ça me va. J'ai une remarque à faire. Je vois que beaucoup d'entre vous ont apprécié la conf. Certains ont l'apprécié, mais pas à 5. Eh bien, je suis Florent@confluent.io. On continue la discussion pour passer à 5. Ça vous va? Je suis dispo. Voilà. 5 minutes, 10 minutes, on se fait un call, vous me posez des questions et je vous réponds de façon authentique et honnête, comme d'hab. Tranquille. Donc, comme ça, tout le monde passe à 5. Ça vous va? Donc, promis, Florent@confluent.io, je réponds aux mails. N'hésitez pas. Eh bien, écoutez, top. Écoutez, encore une fois, merci à tous. Et puis, session 2 pour Florent, on ne l'a pas oublié. Et puis sinon, à une prochaine fois et à une prochaine bière. Eh ben, super, avec grand plaisir. Merci à tous. Hein. Merci encore. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tous. Alors, juste une dernière info. Le premier mardi du mois prochain, ce sera donc très tôt en janvier. Je ne pense pas que nous fassions donc un autre événement StarTech à ce moment-là. Il faudra attendre février. Sur ce, bonne soirée à tous. Ciao. Ciao. Ciao.